Bonjour à toutes et à tous. D'une part, bienvenue au panel Comment le développement durable s'intègre dans l'Est. Je suis enchantée de vous voir ce matin. Je me présente Audrey Desrochers, Contract Manager chez Alstom. Je suis administratrice de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et la présidente du comité Jeunes Leaders. C'est d'ailleurs avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin pour le panel qui est présenté par le comité. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les jeunes leaders, on a pour mission de favoriser l'intégration des gens d'affaires de moins de 40 ans à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. On est très emballé de vous présenter le sujet de cette année qui réside au cœur des préoccupations des jeunes de la Chambre dans ce contexte de lutte au changement climatique. Comment agir, comment poser les bons gestes sont les questions auxquelles nos jeunes leaders sont déjà confrontés et le seront davantage à l'avenir. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre animateur Daniel Jacob, fondateur de l'entreprise Changing Habits, un cabinet conseil en intégration ESG et stratégie durable. Bon panel tout le monde. Merci beaucoup, Audrey, pour l'introduction. Je me présente. Merci pour l'introduction, Audrey. J'ai une entreprise là, en stratégie durable et intégration ESG basée dans l'Est de Montréal. Donc, j'ai le plaisir de faire partie de la Chambre de commerce de l'Est et d'animer aujourd'hui un super panel qui inclut des gens et des entreprises de la région qui ont vraiment un impact positif là, au niveau environnemental. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les différentes personnes autour de la table. Donc, on peut commencer par les demoiselles d'abord. Peut-être Kim Lagagnère, si c'est possible de te présenter pour ouvrir le bal aujourd'hui. Bien sûr. Donc, bon matin tout le monde. Kim Lagagnère, je suis directrice au développement des affaires du groupe C. Lagagnère, qui est une entreprise familiale spécialisée en décontamination de terrains pollués, en traitement de sols contaminés et en études environnementales de sites. On fait aussi des travaux de génie civil connexes. Merci beaucoup. On peut poursuivre avec Jean-Christophe Lambert. Bon matin tout le monde, Jean-Christophe Lambert, je suis directeur croissance et développement des affaires chez Recyclage Lithium. On est une entreprise de technologie propre qui a développé un procédé de recyclage pour les batteries lithium-ion, donc tout ce qui se trouve principalement, comme vous le voyez derrière moi, dans les véhicules électriques, mais dans plusieurs autres applications comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables. Bonjour. Merci beaucoup, Jean-Christophe. On poursuit avec Philippe Lantier. Bonjour à tous, Philippe Lantier, je suis chef de pratique changement climatique chez Énergir. Donc, on est le principal distributeur de gaz naturel au Québec, mais on est aussi un distributeur d'énergie renouvelable, diversifié. Puis, ça va me faire plaisir de vous parler de ce qu'on fait chez nous. Bon matin. Merci beaucoup. Et on finit en beauté avec Vincent Ayotte. En beauté, merci. Bonjour, moi c'est Vincent Ayotte, conseiller économie circulaire et développement durable chez PME Montréal Est de l'île. Donc, je suis d'abord conseiller en développement durable pour le réseau de PME Montréal, mais aussi animateur de symbiose industrielle pour le projet Synergie Montréal, un projet d'économie circulaire pour accompagner toutes les entreprises du territoire montréalais dans leur démarche d'économie circulaire. Merci beaucoup, Vincent. La façon qu'on va se dérouler aujourd'hui, c'est qu'on va poser des questions, il va y avoir des interactions. On demande, et je pense que c'est possible pour les gens dans l'audience de poser des questions. Donc, on vous encourage fortement à poser des questions. On va les prendre à la fin pour être sûr qu'on ait le temps de répondre aux questions que les gens, des jeunes leaders, mais également d'autres, nous ont soumis comme questions au préalable. Puis, on va finir avec les questions posées. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On va commencer sans plus tarder avec notre première grande question de la journée, qui est de demander aux différents panélistes, c'est quoi pour vous le développement durable? Je ne sais pas si quelqu'un qui veut déjà prendre la parole. Je peux commencer, il n'y a pas de problème. Allons-y avec peut-être nous, notre perspective, en tout cas ma perspective, je pense que c'est d'intégrer davantage de bonnes pratiques. J'avais vu une citation de Bill Gates une fois qui m'inspirait beaucoup, qui disait « faut qu'on repense en fait chaque chose qu'on fait qui semble même une évidence pour intégrer tout le volet social et environnemental. » Donc, ça va dans nos processus de fabrication, ça va dans notre logistique, notre façon de réfléchir vraiment à toutes nos bonnes pratiques sur la planète. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir.
On parle évidemment de tout ce qu'on a, le volet ESG, donc le volet environnement, social, gouvernance. C'est un bon, je dirais, cadre pour se fier à tout ce développement durable-là, mais ça englobe souvent beaucoup plus que ça. Mais je vais lancer la table parce que je suis certain que les autres panélistes vont avoir beaucoup de choses à ajouter. Merci Jean-Christophe. Kim, peut-être? Oh, Vincent, oui. Oui, je vais y aller. Pour moi, c'est possible de le ramener à un principe beaucoup plus... pour moi, c'est très fondamental. Dans le fond, c'est simplement de garantir l'accès à un bien-être à tous, dans le fond. C'est toutes les pratiques qui vont permettre d'accéder au bien-être, de profiter de l'expérience humaine à travers le monde en ce moment, mais aussi à travers le temps et surtout de pouvoir garantir cette jouissance-là pour toujours. Donc, tout ce qui va se lier à ça, pour moi, ça fait partie du développement durable. De notre côté, c'est sûr que ça a été, comme un peu Jean-Christophe le mentionnait, ça a été d'ajouter à notre plan d'affaires qui était principalement économique, des variables sociales, environnementales et de gouvernance, un peu pour avoir un modèle qui est équipé pour durer dans le temps, right? Développement durable. Donc, ce qu'on veut, c'est léguer à nos générations futures de petits Laganières une entreprise qui va encore être pérenne dans le temps, autant au bénéfice de l'entreprise et des employés, mais de la communauté qu'on touche et de l'environnement, évidemment. Oui, en fait, au niveau du développement durable, on entend, puis je pense que toutes les réponses viennent rejoindre ce qu'on comprend par le concept. Puis il y a évidemment 3 grandes dimensions. Il y en a qui vont dire que la culture, la gouvernance, ça doit s'y trouver aussi, mais on parle de l'environnement, de l'économie, puis le volet social. Puis en fait, il y a des gens je ne suis pas capable d'attribuer à qui la citation vient, mais qu'il y a possibilité de les ordonnancer dans le sens que, justement, comme Vincent mentionnait un peu plus tôt, le développement durable, la finalité, c'est une qualité de vie pour les sociétés, qu'il y ait vraiment une égalité, une diversité de ce côté-là, puis que dans le fond, le moyen, c'est une économie prospère, mais la condition de base, c'est le respect des capacités des écosystèmes et de la biodiversité notamment. Donc, pour moi, c'est ça, c'est dans le fond d'être capable d'intégrer ces 3 sphères-là dans chacune de nos décisions, comme Jean-Christophe l'a mentionné. Et puis, je peux peut-être finir en donnant aussi mon opinion là-dessus. On m'a donné la permission, au moins pour cette première question, d'y répondre également. Donc, ce que je considère de mon côté et pour les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est vraiment de considérer l'environnement et les gens ou l'impact que ça a pour la résilience en fait, de l'entreprise. C'est de dire qu'on ne travaille pas ou on n'opère pas dans un vide social et environnemental. On dépend en fait de l'environnement et des gens pour notre succès en tant qu'entreprise, en tant qu'économie et en tant que société. Donc, on doit les considérer dans notre modèle d'affaires pour être sûr que dans le temps, on puisse être pérenne et également que ça devienne des mesures de succès de l'entreprise qui vont plus loin que seulement financier. Donc, moi, c'est vraiment un nouvel operating system, si je peux me permettre, pour mesurer comment les entreprises fonctionnent et comment ils interagissent avec l'environnement et les gens qui la composent. Donc, on poursuit avec peut-être quelque chose de plus spécifique là, pour chacun des intervenants aujourd'hui. Dans votre entreprise, comment approchez-vous le développement durable? Je peux commencer ici. De notre côté, je peux dire à ce jour, après 3 ans chez PME Montréal, Est de l'île, c'est vraiment quelque chose qui est intégré. Le développement durable est reconnu comme étant un concept transversal là, à tous les types d'accompagnement. Chez nous, on a beaucoup d'experts d'accompagnement, démarrage, croissance, financement, ce genre de choses-là. Puis, l'aspect développement durable reste présent. Tous les conseillers chez nous ont vraiment un œil aguerri pour ce genre de questions-là et de sujets. Puis, évidemment, sans que tout le monde mette le chapeau d'expert ou pour répondre aux questions des entreprises là-dessus. Au moins, on est attentif aux besoins, peut-être aux problématiques qu'on pourrait identifier, puis on se permet de faire le référencement là, quand on a besoin d'aller chercher l'expertise nécessaire. Donc, c'est de rester attentif là, en tout temps, peu importe quel service d'accompagnement est avec nous. Je
Je peux poursuivre. De notre côté, c'est sûr qu'à la base, notre core business, c'est de réhabiliter des terrains contaminés et de leur redonner leur plein potentiel. On traite des sols contaminés pour qu'ils soient ensuite réutilisés, donc on leur donne une deuxième vie. Mais c'est bien beau tout ça, sauf qu'on a quand même beaucoup de machinerie qui fonctionne à l'essence. Fait qu'on a quand même essayé de se doter de certaines mesures pour essayer de voir on se situe où dans tout ça. Donc, on a un plan stratégique en développement durable avec des objectifs pour chaque volet puis des actions qui en découlent. Donc, pour vous en donner quelques-unes, en ce moment, on mesure donc nos émissions de gaz à effet de serre et on est en train de faire un plan pour les compenser. On attend de pied ferme l'arrivée de pick-up électriques Ford. On a quand même actuellement une 60aine de camions, donc on va faire une transition graduelle éventuellement. On fait de plus en plus de valorisation ou de revalorisation et du reconditionnement de matériaux secs qui proviennent de certains chantiers pour qu'on puisse les utiliser dans d'autres chantiers, donc essayer de faire un genre d'économie circulaire ici, à l'interne évidemment. On a plusieurs projets de recherche et de développement pour accepter plus de sols à notre centre de traitement. Puis quelque chose qu'à peu près tout le monde peut faire aussi, on va faire bientôt un sondage de mobilisation face aux enjeux du développement durable auprès d'une centaine de nos travailleurs à l'interne pour un peu voir où on se situe dans l'entreprise. Puis on fait des activités de sensibilisation auprès de nos employés aussi. Donc, beaucoup d'activités là, de la part de votre entreprise. On a un comité développement durable qui est très actif. Excellent. Ben, je peux peut-être reprendre la balle là-dessus parce que Kim parle de son comité. Fait qu'on on en a créé un aussi chez l'édition. Fait que ça fait un lien smooth pour la transition. Je présenterai peut-être de notre côté le point de vue du startup. Donc, chez l'édition, évidemment, on est une entreprise de technologie propre. On crée l'économie circulaire sur les matériaux de batterie, dans les matériaux de batterie au lithium. Donc, pour nous, il y a un volet fondamental de développement durable à même la technologie qui doit s'y trouver. Donc, comment on approche la création de valeur, comment on approche notre procédé technologique pour s'assurer qu'on crée quelque chose de bien pour la société. Donc, on n'est pas en train de créer un dégât supplémentaire dans la gestion de cette ressource-là qui est la batterie. Nous, on dit qu'on exploite en fait une mine urbaine. Donc, on n'est pas en train d'exploiter une mine qui se trouve très, très loin pour extraire un métaux du sol. On est en train d'exploiter quelque chose qui se trouve à même nos villes. Donc, ça nous permet aussi de réduire grandement l'impact. On a fait évidemment au départ, lors du début de l'entreprise, une analyse de cycle de vie. Donc, ça, c'est une des premières étapes qu'on a fait. Puis maintenant, on est vraiment en train de l'amener à un autre niveau qui est vraiment toute la réflexion stratégique. Donc, oui, il faut que ça soit dans les bases fondamentales de l'entreprise, mais il faut que ça soit aussi au niveau très stratégique avec la haute direction pour avoir justement ces systèmes de gouvernance-là en place puis implanter dans chacun des départements une vision développement durable au point de vue social puis au point de vue environnemental. Donc là, on est dans cette transition-là. La beauté d'une startup, c'est qu'on peut le faire au tout début pour l'amener dans les différentes phases de croissance de l'entreprise. C'est sûr que ça ne se fera pas en 2 jours, mais c'est étape par étape. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'approche. Donc, ce que j'entends, Jean-Christophe, c'est que vraiment, en fait, ça ne se limite pas à une fonction en particulier. C'est qu'il y a plusieurs individus au travers de l'entreprise qui sont habilités à penser de cette manière-là. C'est essentiel parce que le volet technique doit être attaché avec les autres départements. Donc, les ressources humaines doivent être impliquées. Le volet même marketing, comment on va présenter ça à nos clients doit être impliqué. Il y a toutes sortes de choses qui sont... donc, notre comité inclut des gens de différents départements pour avoir aussi différentes visions. Donc oui, c'est... Puis même le côté finance, parce que il y a le développement durable, on doit y investir des sous pour le faire une réalité. Donc oui, tout le monde doit être là. Donc, très transverse. Je vais prendre la balle au bond de Jean-Christophe, puis c'est intéressant, partant d'une start-up qui a peut-être intégré le développement durable, puis certainement les réflexions au cycle de vie, comme Jean-Christophe mentionnait, là, dans son ADN dès le début. Moi, j'incarne le cas d'une entreprise qui existe depuis plus de 60 ans, puis qu'elle doit se transformer, puis doit intégrer ces notions-là dans son ADN, chose qu'on est en train de faire. Puis comme Jean-Christophe a mentionné, c'est un processus. Pour nous, le développement durable, ça a commencé dans les années 90 avec
la mise en place en début 2000, en fait, dans les années 2000, le système de gestion environnementale. Il y avait des projets qu'on faisait auparavant, mais de mettre en place une roue d'amélioration continue, d'essayer de mesurer nos émissions, notre bilan de la gestion des matières résiduelles, toutes sortes de métriques sur la santé et sécurité au travail. Donc, de mesurer ces choses-là, ça nous permet de voir est-ce qu'on évolue positivement ou pas sur certains de ces indicateurs-là. Donc, c'est un point de départ. Puis, le développement durable aussi, pour nous, c'est d'échanger avec nos parties prenantes, nos clients, les intervenants à la Régie de l'énergie, par exemple, les gens de notre communauté. Donc, on a notre siège social dans le centre-sud, dans l'est de Montréal, donc un quartier qui a des besoins. Puis, en fait, notre démarche en développement durable, pour nous, elle a aussi été très façonnée par notre implication communautaire, notamment avec l'implication qui a mené au développement de l'organisme La Ruelle de l'avenir. Alors, ces différents projets, au fil du temps, nous ont permis de mieux comprendre c'est quoi l'impact de l'entreprise sur sa communauté, sur l'environnement, puis de se doter d'objectifs. Puis là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en 2022, c'est qu'on a une stratégie d'entreprise qui intègre la réduction des émissions de GES chez nos clients. Comment est-ce qu'Énergir peut devenir une entreprise diversifiée qui est partenaire de nos clients dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, on veut potentiellement vendre moins de ce qu'on distribue, le gaz naturel fossile, pour miser sur le gaz naturel renouvelable, aider nos clients à consommer mieux, moins, puis aussi miser sur l'économie circulaire de différentes façons. Donc, comme Jean-Christophe l'a mentionné, on travaille sur ces choses-là, ce n'est pas terminé, il reste temps à faire, mais on a des ambitions qui sont alignées avec celles de la Ville de Montréal, mais aussi du gouvernement du Québec pour 2030. Puis on sait qu'on peut et qu'on doit continuer dans cette voie-là et faire mieux si on le peut. Fait que ça, c'est comment est-ce que le développement durable a évolué chez Énergir au fil des années. Donc, on entend qu'il y a beaucoup de gestion de changement dans cette transition-là à l'interne pour une grande entreprise. Oui, absolument. Parce que dans le fond, il y a certaines fonctions et de choses que l'on fait aujourd'hui qu'on va devoir continuer, mais évidemment des choses qui vont évoluer. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui se discute à chaque jour chez Énergir. Puis peut-être comme changement récent, quand Jean-Christophe parlait de gouvernance, l'année passée, on a intégré à la rémunération long terme de nos dirigeants, donc de la haute direction et du conseil d'administration, des indicateurs de performance sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on est capable de réduire chez nos clients. Donc, ça vient à ce point-là être regardé et être important dans l'entreprise. Donc, ça se répercute comme changement à haut niveau, mais aussi du niveau opérationnel puis du niveau de ce que nos collègues, par exemple, doivent faire au niveau des ventes et autres. Là. Donc, c'est une transformation qui se fait de fond en comble dans l'entreprise. Excellent. Donc, beaucoup à dire. Je pense que ça fait juste gratter aussi, même pour la plupart, là, la surface de tout ce qui a besoin d'être mis en place pour s'assurer que c'est suivi dans le temps et qu'il y a une progression. Et puis, ça doit avoir son lot de défis, qui est notre prochaine question aux panélistes. Donc, quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face présentement en termes de développement durable? Je peux me lancer. Un enjeu qu'on remarque, nous, c'est la politique du plus bas missionnaire dans les appels d'offres publics. Je m'explique. Je sais que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec encouragent les bonnes pratiques environnementales, les bonnes pratiques d'affaires durables, mais en tant qu'important donneur d'ordre, dans les appels d'offres publics qui ont souvent des enveloppes importantes, on revient toujours à la politique du plus bas missionnaire. Dans mon domaine, j'ai rarement vu des critères de sélection qui incluent un volet social, santé, sécurité et environnementale qui ont un poids vraiment dans l'attribution de ces contrats-là. Les pratiques durables, ça a quand même un coût. Donc, parfois, ça peut rendre moins compétitif ou du moins, ça n'encourage pas les entreprises à penser aux impacts autres qu'économiques de leurs activités. Donc,
le système du plus bas missionnaire, je comprends qu'on veut utiliser les fonds publics avec diligence, mais je pense que de la façon dont il est structuré actuellement, c'est un enjeu pour le développement durable. Merci, Kim. Quelqu'un d'autre veut se lancer sur les grands défis majeurs auxquels vous faites face, peut-être à l'interne, certaines résistances, certaines gestions de changement? Ben, nous, de notre côté, un des défis complexes dans les batteries, je dirais que c'est le fait qu'on parle d'une chaîne d'approvisionnement puis d'une chaîne de valeur qui est mondiale. Une des choses qui est en train de se passer présentement, puis ceux qui suivent la filière batterie au Québec, vous pourrez peut-être reconnaître ça, mais en fait, c'est que présentement, c'est une chaîne de valeur qui est concentrée à plus de 85 en Asie. Donc là, présentement, les différents joueurs sont en train de venir s'établir en Amérique du Nord, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, lorsqu'on crée l'économie circulaire puis qu'on veut avoir une approche développement durable dans un marché, bien, le volet d'avoir un aspect local est très important. Donc, si on recycle des batteries puis on fait des métaux avec pour les retourner dans la chaîne de valeur, bien, si on doit les retourner en Asie pour que cela retourne dans une batterie, qu'ils soient envoyés en Europe, puis après que la batterie revienne dans un véhicule en Amérique du Nord, ça défeat the purpose, disons. Donc, c'est un peu ce qu'on veut éviter, ce qu'on veut faire. Donc, on est en train d'encourager nous-mêmes chez Lithium par notre modèle d'affaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on déploie en fait des licences, on octroie des droits d'opérer de notre procédé localement à des opérateurs. Donc, on ne va pas nous-mêmes choisir d'aller, par exemple, envoyer nos métaux en Corée. Par exemple, on a signé une entente en Corée pour que les gens recyclent les batteries là-bas directement puis créer l'économie circulaire. Donc, c'est un défi qui est complexe parce que le marché bouge tellement vite, puis c'est un marché mondial. Puis nous, on est un nouveau joueur, donc il faut aller s'intégrer là-dedans. Donc, c'est pas toujours simple à gérer, puis on s'attend à ce que dans les prochaines années, ça s'améliore. Donc, on l'espère. Merci Jean-Christophe. On peut peut-être poursuivre avec Philippe là, chez Énergie. J'imagine que vous avez votre lot de défis dans cette transition-là. Oui, tout à fait. Je dirais qu'il y a plusieurs grandes tendances qui arrivent en même temps. Dans le fond, il y a la décarbonation, il y a la décentralisation, il y a la numérisation. Il y a évidemment un ensemble de facteurs qui sont à considérer, qui sont à renouveler, à structurer dans une entreprise. Puis peut-être je peux adresser chacune d'entre elles. Donc, la décarbonation, on le voit là avec les rapports du GIEC qui sont ressortis il y a quelques semaines, mais aussi en août 2021, la mobilisation qu'on a vue en Écosse, à Glasgow, en novembre dernier à la COP26. On voit qu'il y a une grande attente de décarbonation de la part de la société civile, de la part des gouvernements, puis aussi, nous, on le ressent dans nos discussions avec nos clients. Alors, ça, pour nous, d'être capable de trouver les façons d'accompagner nos clients d'une manière qui fait du sens économiquement, mais aussi d'un point de vue GES, ça, c'est clé. Après ça, il y a d'autres enjeux comme la numérisation, la cybersécurité. C'est un sujet, par ailleurs, qui s'intègre dans la discussion ESG. Quand je dis ESG, c'est des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est une autre façon de parler du développement durable, mais c'est des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la performance financière d'une entreprise. Puis, on voit que la cybersécurité, c'est un élément, là, la résilience numérique d'une entreprise à l'ère où, justement, beaucoup de procédés sont donc numérisés. C'est super important. Alors, je dirais qu'il y a un ensemble d'enjeux, puis aussi, bien, au sein de l'entreprise, bien, il y a toute la question de la diversité, l'inclusion, s'assurer que bien, notre base d'employés, en fait, elle est représentative de la société dans laquelle elle évolue. Alors, je dirais qu'il ne manque pas de défis pour une grande entreprise comme Énergir. Puis, je pense que ce sont des défis que l'on partage avec d'autres joueurs, puis que dans les faits, il y a matière à collaborer puis à coopérer sur certaines de ces actions-là. Là. Sans quoi, je pense que individuellement, une entreprise ne pourra y arriver seule. Là.
Puis pour reprendre la balle au bon par rapport à ton point sur ESG, la manière qu'on discute avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est de dire que ESG sont les critères qui influencent les décisions stratégiques des entreprises et le succès est mesuré par l'impact environnemental, social et financier généré. Donc, triple indice de rentabilité, c'est ce qui est généré et ESG, c'est les critères sur lesquels on prend des décisions, là, qui nous aident à prendre des décisions au niveau stratégie. On peut peut-être finir ici avec Vincent là, au niveau PME Montréal. Je sais que vous interagissez avec plusieurs entreprises. J'imagine que vous voyez vos lots de défis. Peut-être moyen de nous ouvrir, nous éclairer là, sur le type d'enjeux que vous faites face. Merci, Daniel. On travaille avec une grande variété d'entreprises à Montréal, avec Synergie Montréal, parfois avec des plus grosses entreprises, même des sociétés d'État, mais avec PME Montréal, principalement des PME, mais on va travailler aussi beaucoup avec des organismes sans but lucratif. Puis, ce qui est sûr, c'est que sur le thème du développement durable ou de l'économie circulaire, tout le monde a l'intention de faire mieux. Tout le monde a le désir profond, mais il y a parfois encore un besoin de sensibilisation et de communication à faire. Pour vraiment bien orienter les actions. Des fois, on peut avoir des perceptions sur c'est quoi qui a le plus d'impact à court terme. Donc, des fois, une entreprise peut se dire, bien, je veux prendre action dès maintenant, donc je me lance dans, par exemple, l'élimination des plastiques. Puis là, on va virer mer et monde là, pour essayer d'adresser cette problématique-là, mais on le sait, là, il faut vraiment accompagner les entreprises là, pour établir la démarche profondément, puis déterminer un plan d'action là, qui va permettre d'aller chercher des résultats sans tout chambouler. Donc, il y a cet aspect-là, mais aussi la perception des retombées de ce genre de démarche-là. On sait tous que le développement durable va avoir des retombées économiques directes ou indirectes, des fois à moyen ou à plus long terme. Puis c'est sûr, quand on est une jeune entreprise, puis qu'on vit des crises l'une après l'autre, notamment avec la pandémie, on peut voir le développement durable comme étant quelque chose qui vient s'ajouter à tous les défis actuels. On parle aussi de la crise de main-d'œuvre, entre autres, qui est souvent prioritaire quand on parle aux entreprises. Donc, c'est de constater, le changement de perception, ça va être de constater justement que le développement durable vient adresser du même coup toutes ces problématiques-là. Tout est interrelié. Quand on s'engage dans une démarche de développement durable, on va se permettre d'adresser aussi la problématique de recherche de main-d'œuvre. On va se permettre aussi d'adresser la résilience de l'entreprise dans un contexte difficile, avec des nouvelles chaînes d'approvisionnement, avec l'implication des parties prenantes et tout ça. Donc, c'est vraiment les défis qu'on observe sur le terrain, là, c'est de pouvoir faire le pont entre ces différents thèmes-là et ces problématiques-là pour se permettre de réorganiser ses priorités. Est-ce que justement, on arrive à trouver des solutions qui vont à la fois solutionner justement les problèmes, on va dire, de courant d'entreprise avec un angle d'approche durable? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est justement faisable, possible ou qui a été observé? Oui, bien, mon premier réflexe, ce serait de commenter surtout sur l'aspect d'approvisionnement, par exemple, quand on parle d'économie circulaire, d'aller chercher un approvisionnement local et diversifié. Ça, c'est une très, très bonne stratégie là, pour se permettre une résilience puis réduire notre dépendance à un fournisseur unique, par exemple. Après ça, il y a tous les arguments aussi là, de turnover d'employés quand on met vraiment bien de l'avant les valeurs puis surtout les pratiques qui respectent une démarche scientifique rigoureuse. Mais les gens reconnaissent ces efforts-là, puis ça contribue beaucoup là, à la rétention d'employés. Merci pour la réponse additionnelle. Et puis, Vincent, je te garde sur le micro là, pour la prochaine question. Peut-être que tu serais habilité à nous répondre. Là, on entend beaucoup parler de transition écologique dernièrement, puis on aimerait plus en savoir sur où est-ce qu'on en est à Montréal, et plus particulièrement. J'ai manqué la fin de la question, mais je l'avais sur ma feuille de notes, donc c'est bon, je peux y répondre. C'est sûr que si, par exemple, je prends la référence là, du dernier rapport sur l'indice de circularité de l'économie du Québec, là, le calcul avait été fait qu'on était seulement à 3 % de circularité au Québec, ce qui veut dire qu'on a un potentiel très élevé pour améliorer la situation. Donc, tout ça pour dire, il y a du chemin à faire encore, c'est sûr, mais ce que nous, on observe, c'est qu'il y a énormément d'actions, puis beaucoup d'entreprises là, qui arrivent, puis qui prennent les choses en main là, pour vraiment développer une entreprise sur les principes du développement durable et de l'économie circulaire. Évidemment, Lithium en fait partie, là, un beau fleuron de l'Est de Montréal. Je pense aussi, par exemple, à l'entreprise SAF+,
qui a développé une technologie là, pour la fabrication d'un carburant d'aviation recyclé. Là. Il y a aussi, par exemple, le TC Transcontinental, qui est membre de Synergie Montréal, qui est membre du GAPC, un groupe pour le recyclage des plastiques. Il y a l'entreprise Pyrocycle, qu'on supporte à PME Montréal, qui fait le recyclage, un peu comme Lithium le fait avec les batteries. Eux vont le faire avec les cartes électroniques pour récupérer les différents métaux à l'intérieur. Puis, on voit aussi beaucoup d'actions au niveau des organismes sans but lucratif. Puis ça, c'est quelque chose qui est toujours le fun à voir. Je pense entre autres à la Fondation La Collecte dans l'Est. Il y a la Fondation Le Support aussi, avec qui on collabore, là, puis qui ont vraiment des modèles d'affaires sur les principes là, de l'économie circulaire. Donc, c'est vraiment un thème qui a la cote. On est vraiment content de voir qu'il y a de plus en plus de projets qui arrivent là-dessus. Puis, c'est sûr que pour les entreprises plus traditionnelles, on aime ça aussi les accompagner pour se rallier à ces différentes initiatives-là. Là. Puis, c'est vraiment notre travail, là, justement, de pouvoir guider tout le monde dans ces démarches-là, justement. Excellente réponse. Merci, Vincent. Là, très complète. Ça touche un peu aussi là, les types de secteurs là, qui seraient plus touchés là, spécifiquement. Donc, ça répond bien à la question. Peut-être une question que je peux poser là, directement à Philippe là, pour la prochaine. Pourquoi est-ce que tous les types d'entreprises devraient absolument considérer prendre en compte les différentes dimensions du développement durable? Donc, je pense qu'on considère ici là, pas seulement au niveau environnemental, mais au niveau social. Est-ce que tu aurais justement une réponse là, Bien, je pense que ça revient en fait un peu plus tôt. Vincent parlait de résilience des entreprises. Autrefois, quand on regardait le développement durable puis on voulait faire un bilan en ce sens-là, on regardait beaucoup qu'est-ce que l'entreprise, l'organisation peut avoir comme impact sur l'environnement. C'est quoi son bilan? Alors, est-ce que ce bilan-là peut être positif? Mais je dirais que la façon dont les choses ont émergé dernièrement, c'est au-delà de tout ça, il n'est pas juste question de regarder l'impact que l'entreprise a sur la communauté et la société, mais de voir comment la société et l'environnement qui évoluent ont une incidence sur l'entreprise, sur sa chaîne de valeur. Par exemple, on voit que les aléas climatiques physiques sont à l'ordre. À chaque année, il n'y a pas de rappel à faire par rapport à comment en fait, il y a différents phénomènes qui viennent affecter le quotidien des gens et des entreprises. Puis, dans le fond, ce que les entreprises doivent se poser comme question, c'est comment est-ce que ça vient affecter mon risque? Comment est-ce que je dois gérer ces risques-là? Est-ce qu'ils sont matériels? Est-ce qu'ils sont importants du point de vue financier ou du point de vue de la continuité des opérations? Donc, c'est vraiment une vue plus large qui doit se faire, là, qui prend en compte le cycle de vie complet du produit ou du service que l'entreprise ou l'organisation réalise. Tantôt, Jean-Christophe parlait d'une analyse cycle de vie qui a été fait. C'est souvent un outil qui est utilisé par des grandes entreprises, mais on voit qu'il y a des startups qui utilisent cet outil-là qui vise à effectuer un bilan sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou du service pour éviter les fausses bonnes idées ou éviter de prendre un choix qui est juste qui se concentre sur une phase d'utilisation. Donc, autrement dit, quand on regarde le cycle de vie, on peut aussi se rendre compte que bien qu'on ait, entre guillemets, fait le ménage ou bien géré nos enjeux dans les 4 murs de notre établissement, ça se peut qu'il y ait des enjeux en amont dans la chaîne d'approvisionnement. Ça se peut aussi qu'il y en ait en aval chez des clients. Alors, pour moi, ce qui est important de mentionner ici, c'est qu'il faut que les entreprises aient cette pensée cycle de vie-là, cette pensée systémique-là plus grande, parce que ça va leur permettre d'anticiper de possibles enjeux qui pourraient s'abattre sur leur entreprise, puis justement, potentiellement envisager des mesures comme de s'approvisionner localement, d'encourager une entreprise, un voisin, de trouver une solution qui va lui permettre d'être plus résiliente puis de tirer son épingle du jeu dans le contexte. Donc, je pense que le développement durable, les différentes catégories, qu'on regarde la biodiversité, les émissions, les matières résiduelles, si je ne regarde que ça au niveau environnemental, puis au niveau sociétal, on regarde justement la diversité,
la gouvernance, on regarde la santé et sécurité. Bien, si on regarde ces éléments-là et qu'on ne regarde pas juste notre entreprise, mais tout le cycle de vie, bien, on est en mesure peut-être d'identifier des opportunités d'amélioration qui seront très probantes là, pour la santé de l'organisation. Puis, je peux peut-être faire en continuation. Merci, Philippe, pour la réponse très complète. Peut-être au niveau de Kim, avec l'entreprise, dans quel contexte est-ce que, justement, le développement durable a été mis en avant ou a été, justement, parce ça dépend, chaque entreprise a sa propre, on va dire, son propre parcours pour arriver à parler de ces enjeux-là, à créer un comité, à mettre en place des initiatives. Donc, c'est venu de quel côté, là? Ça a été quoi un peu l'élément déclencheur là, pour mettre ça en place? Comme je disais tantôt, ça a toujours été comme une considération qu'on avait, mais on a quand même décidé de faire le parcours de développement durable de la Ville de Montréal en 2019, qui nous a quand même ouvert les yeux sur plusieurs aspects, puis qui nous a permis d'être un peu plus structurés dans la démarche aussi. Donc, c'est sûr que c'est venu, c'était déjà existant, mais ça s'est structuré après la démarche, après le parcours. Mais tu sais, d'autres raisons à la base pour mettre en place un programme de développement durable dans une entreprise. C'est sûr que oui, c'est pour le bien-être de la planète et de la société. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais aussi, au niveau de notre attractivité de la main-d'œuvre, tu sais, Vincent, je pense que tu l'as mentionné tantôt, on sait que c'est un défi ces temps-ci pour tout le monde, finalement, la main-d'œuvre. Puis les nouvelles générations qui font leur entrée sur le marché du travail sont vraiment conscientisées par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux. Puis je pense qu'ils sont pas mal plus intéressés à travailler dans une entreprise qui rejoint leurs valeurs qu'une entreprise qui n'a pas nécessairement ce volet-là. Donc, je pense que c'est bon pour tous les types d'entreprises, finalement. Il y a beaucoup de nos clients qui nous disent que c'est une des parties prenantes qui commence à poser de plus en plus de questions en entrevue. Donc, quand ils n'ont pas de réponse, disons qu'ils n'ont pas nécessairement le gros bout du bâton pour la négociation là, jusqu'à un certain niveau. Ah, exactement. J'ajouterais peut-être un point sur un autre angle, peut-être qu'il n'a pas été considéré pour l'instant, mais qui est un défi majeur pour la majorité des startups, c'est le volet financement. Le développement durable, ça permet d'avoir accès à des fonds spécialisés en développement durable, des fonds verts, appelons-les comme ça. Mais aussi, même, je dirais, toutes les nouvelles structures ou même les structures existantes de capitaux de risque, de différentes formes de financement, que ce soit gouvernemental ou peu importe, sont en train toutes de se munir d'outils et d'évaluation des critères de développement durable dans leurs évaluations d'entreprises qui vont décider de financer. Donc, pour une startup, même si elle n'est pas dans les technologies propres, d'avoir une stratégie qui est alignée de ce côté-là, ça va devenir un must pour obtenir du support financier de plusieurs organisations. Donc, puis ça, c'est valide à Montréal, c'est valide au Canada, c'est valide aux États-Unis. Donc, peu importe lorsqu'on part en ronde de financement, d'avoir accès à ces outils-là, que ce soit une analyse de cycle de vie ou une stratégie de développement durable, ça permet de structurer ce qu'on fait et de rassurer les financiers. Puis Philippe l'a très bien mentionné, c'est en fait, les financiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent le risque, puis ils voient, ça a été prouvé, démontré que les entreprises qui ont un bon plan de développement durable sont plus pérennes puis plus performantes. Donc, ils se disent, ça vaut la peine d'investir de plus en plus dans des entreprises comme ça. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Tu parles d'accès au capital. On parle avec plusieurs institutions financières qui aussi commencent de plus en plus à faire des prêts qui sont attachés avec des augmentations de performance environnementale, donc ils vont avoir un impact direct. Plus ils s'améliorent, plus leurs conditions financières, disons, le taux d'intérêt attaché au prêt diminue, par exemple. Donc, on voit beaucoup ça en Europe, de plus en plus en Amérique du Nord. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, excellent point. Merci, Jean-Christophe. Je te remets la parole, Jean-Christophe, pour la prochaine question, qui est de savoir quels sont les moyens pour accélérer la transition durable au Québec, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des entreprises? Comme je disais, je pense que le meilleur moyen, c'est d'abord, faut comprendre qu'est-ce qu'il faut changer. La transition, je pense que si on ne comprend pas les besoins, ça va être très difficile.
Donc, nous, par exemple, chez Lithium, ou même comme individu dans mon quotidien, j'essaie de comprendre en fait quelles sont mes actions, c'est quoi leur impact, puis quelles solutions je peux mettre en place pour les modifier. Donc, c'est vraiment d'y aller d'une façon assez pragmatique, je pense, puis même d'un point de vue de l'entreprise, de regarder, Vincent disait tout à l'heure que lorsqu'il parle avec des entreprises, certaines arrivent avec des idées, mais ce n'est pas nécessairement ça qui a le plus grand impact dans leurs opérations, par exemple. Mais nous, c'est la même chose chez Lithium. Il faut comprendre, OK, le travail qu'on doit mettre dans notre quotidien pour éliminer, par exemple, des gaz à effet de serre, on doit le mettre où? C'est où qu'on a le plus grand impact sur notre communauté, sur notre environnement, puis attaquer ça en premier, puis après ça, de travailler sur le reste. Donc, on ne sera pas parfait sur le jour 1. Donc, commençons avec les plus grands impacts. Puis, je pense que le secteur automobile dans lequel on baigne essaie d'approcher ça aussi de la même façon. C'est un secteur qui est en train de vivre une transition qui est majeure, qui est extrêmement importante et qui n'a pas été réfléchie avec le véhicule électrique en tête. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir cette transition-là de leur côté aussi, puis comment Lithium peut être un support à leur stratégie d'un point de vue développement durable, parce qu'on vient vraiment attaquer le volet fin de vie d'un élément important de leur véhicule. Donc, c'est vrai que étape par étape. Donc, ce qu'on entend, c'est vraiment de commencer par prioriser pour les entreprises des éléments qui vont vraiment avoir un impact. En anglais, on appelle ça analyse de matérialité. On ne peut pas tout faire, on doit commencer quelque part. Donc, l'idée, c'est d'identifier le 1, 2 ou 3 enjeux sous E, S ou G qu'on peut commencer à mettre en action et qui va vraiment avoir un impact. Peut-être. J'aimerais ça rebondir là-dessus parce que c'est pas mal ce que j'avais en tête aussi. Puis, nous, notre première étape, ça a été d'enlever les bouteilles d'eau dans nos bureaux. Ça n'a pas été la plus grosse impact, mais c'est juste des petites choses comme ça que tu dis, OK, je pense qu'on peut faire mieux. De commencer par la base aussi, des fois, c'est bien correct. On ne fait pas tout de la haute voltige d'économie circulaire comme Lithium. Mais, puis je pense qu'on avait un bureau qui n'avait pas de recyclage. Il n'était pas desservi par la ville. Donc, il n'y avait pas de recyclage. Mais tu sais, un bureau, pas de recyclage, c'est comme un non-sens. Donc, on s'est comme organisé à l'interne pour établir un système de recyclage pour ce bureau-là. Il y a des petites choses, des fois, qui ne sont pas si compliquées, mais qui font quand même un impact. Puis ça part la roue, finalement, de commencer par ces choses-là. Très bien dit, Kim. Et puis, pour continuer là, avec la prochaine question, Jean-Christophe en a parlé juste avant. Peut-être je pose la question à Vincent qui baigne un peu plus là-dedans. Quels sont les programmes et subventions qui existent pour accompagner les entreprises de l'Est dans l'optique de développement durable? C'est sûr que, spoiler alert, il y a le fonds EcoLeader. Divulgateur, pardon. On va en entendre parler plus tard, là, mais ce qui est vraiment un bon moyen là, pour se mettre le pied à l'étrier, les premières étapes là, quand on a des idées de projets en développement durable. Mais sinon, il y a beaucoup de programmes qui existent pour accompagner les entreprises, évidemment en fonction là, des différentes des projets qu'on peut avoir ou des idées. Là. Beaucoup chez Recyc Québec, par exemple, là, il y a des programmes de soutien pour les débouchés d'innovation technologique pour les matières résiduelles. Je pense aussi à Fonds d'Action avec Recyc Québec qui ont lancé un fonds d'économie circulaire qui jumelle financement et accompagnement. Il y a une approche vraiment intéressante. Là. Donc, on ne fait pas juste donner de l'argent, mais on s'assure aussi qu'il y a des experts liés au développement du projet. Puis on a aussi, encore une fois, du côté de Recyc Québec, là, beaucoup d'appels de propositions, que ce soit pour la lutte au gaspillage alimentaire ou la réduction d'utilisation de produits à usage unique. Des fois, ils vont avoir des programmes aussi sur certains produits ciblés, comme les pneus ou d'autres matières résiduelles dangereuses. Donc, on peut tout aller explorer ça. Puis, c'est décidément notre métier là, à PME Montréal d'orienter les entreprises vers ces solutions-là. Donc, je suis biaisé un peu là-dedans, mais c'est sûr que ça va faire un plaisir de regarder ça avec les entreprises de Montréal. Merci Vincent. Philippe? Ben, je voulais juste compléter ce portrait-là parce que je réitère que PME Montréal, c'est l'équipe à approcher pour en savoir plus sur l'ensemble des solutions. Là. Mais chez Énergir, on a aussi des programmes en efficacité énergétique parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est des économies qui sont générées, qui permettent peut-être d'investir dans d'autres projets dans l'entreprise. Donc, souvent, l'optimisation des
des pratiques, des procédés dans l'entreprise, ça nous permet d'aller plus loin ailleurs, d'investir ailleurs. Puis, donc, on a des programmes, une vingtaine de programmes en efficacité énergétique pour tous nos types de clients, quelle que soit leur taille. Puis, c'est ça, en fait, il y a un ensemble de solutions qui existent. Là, alors, n'hésitez pas de poser la question à PME Montréal, mais les entreprises ont des solutions pour aider ceux et celles là, qui souhaitent débuter. Excellent. Puis je pense que pour faire écho à ce que Kim a dit, là, ça n'a pas obligé d'être compliqué, au moins pour commencer. Il essaie de commencer quelque part. Et puis quand on voit qu'il y a des résultats, c'est là qu'on peut de petit à petit augmenter là, les ressources, les budgets et puis les initiatives là, quand on voit que ça a des retombées économiques, sociales et environnementales positives. Philippe, je te garde au micro pour la prochaine question. On parle de dimension sociale. Ça a un impact au niveau des employés, forcément, mais pour aller plus loin, là, ça doit considérer un peu les communautés ou justement la société dans laquelle on évolue. Donc, pour aller par rapport à ça, est-ce que dans une perspective d'une grande entreprise comme Énergir, quelles sont la dimension sociale là, au niveau communautaire? Puis est-ce qu'une entreprise peut être amenée à justement participer à la réduction des inégalités dans la société, etc. Et puis, j'aimerais ça un peu avoir l'avis peut-être de Philippe pour commencer. Puis ensuite, là, soit Jean-Christophe ou Kim là, pour une entreprise de différentes tailles. Ça serait intéressant de voir votre avis là-dessus. Là. Oui, question fort pertinente. Puis, il y a différents volets à tout ça. Je peux juste peut-être la structurer de la manière suivante, c'est-à-dire on a identifié récemment, parce que le processus d'identifier, tu parlais là, de processus de matérialité ou de pertinence. En fait, c'est un terme très développement durable là, pour initier, mais c'est de dire c'est quoi les priorités de l'entreprise en matière de développement durable, grosso modo, parce que évidemment, on aimerait travailler sur tout, mais on ne peut pas exceller sur tout. Il faut choisir. Donc, ces choix-là, on les a faits en comité interne, des gens de différents secteurs, comme Jean-Christophe puis Kim mentionnait, là, il y a un comité qui est mis sur place avec des gens de différents horizons dans l'entreprise. Puis, au niveau social, bien, il y a tout ce qui est santé physique et psychologique qui a été mis de l'avant, diversité et inclusion, mais aussi au niveau externe, c'est avoir un impact positif dans la communauté. Puis juste sur ce dernier point-là, impact positif sur la communauté, il y a différentes équipes chez Énergir qui travaillent là-dessus. Évidemment, on a un programme de philanthropie, on a de l'implication communautaire, on fait des dons dans la communauté, puis auprès d'organisations communautaires installées dans l'Est de Montréal notamment. Mais ça touche à autre chose. Quand on parle d'aider les ménages à faible revenu, puis je parlais d'efficacité énergétique un peu plus tôt, on a un programme en efficacité énergétique qui s'adresse aux ménages à faible revenu. Puis le défi d'aider les ménages à faible revenu, je vais juste explorer ce défi-là. C'est pas facile d'aller rejoindre ces ménages-là parce que, premièrement, ces ménages-là ne sont pas propriétaires de leur bâtiment, OK? Mais ils ont tout à gagner d'avoir une enveloppe du bâtiment ou des équipements efficaces parce que pour eux, l'énergie, ça va peut-être être une dépense importante dans leur budget. Ça le sera assurément plus qu'un ménage mieux nanti. Alors, les programmes d'aide en efficacité énergétique qu'on a pour les ménages à faible revenu, ça permet d'aider le propriétaire du bâtiment, mais aussi le locataire. Il y a quelque chose pour ces deux acteurs-là pour que les projets voient le jour. Fait que dans les dernières années, on a vu le nombre de ménages qui ont eu droit à ce programme-là augmenter. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais l'implication communautaire, c'est aussi comment est-ce qu'on refait nos projets. Vous voyez sûrement peut-être des camions Énergir dans sillonner les rues. On a des travaux à faire sur notre réseau. C'est comment réduire l'impact qu'on a sur les commerces, sur les résidents quand on a à faire l'entretien de notre réseau gazier. Alors, je dirais qu'il y a un ensemble de choses qu'il faut regarder quand on voit le volet externe. Puis il y a plein d'équipes qui contribuent à tout ça. Puis au final, bien, on veut éventuellement se doter d'une façon d'analyser bien, c'est quoi l'impact sociétal que l'on a. Je sais qu'il y a il y a Lucie Callière qui est sur, dans
l'événement qui travaillait au projet Harmonie avant. Puis eux, ils avaient fait une analyse de retour sur investissement social. Donc, chaque dollar investi dans le projet Harmonie, qu'est-ce que ça redonne à la société? Je pense d'être capable de mesurer l'impact sociétal qu'une organisation peut avoir, c'est une bonne pratique. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a des méthodologies pour le faire. Là. Je vois Lucie dans le chat qui nous fait un petit allô, puis il parle d'évaluation. Je pense que c'est en anglais, là, Social Return on Investment. Donc, c'est clairement des méthodes qui peuvent y arriver pour justement quantifier. Là, ça reste très complexe à faire. Ça doit être fait correctement, mais c'est clair que c'est important là, de voir l'impact que ça peut avoir. Et puis, c'est une des questions là, que beaucoup de nos clients nous posent. J'aimerais peut-être lancer la balle, là, soit à Jean-Christophe ou à Kim. Je sais que ce n'est pas évident quand on est une plus petite entreprise là, de considérer justement notre impact sociétal. Clairement, là, on essaie de gérer tous les enjeux. On parlait de matérialité hein, sur des choses sur lesquelles on peut vraiment avoir un impact. Est-ce que vous avez une réponse aussi de dire à votre niveau, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez peut-être considérés dans vos comités pour faire votre part à ce niveau-là ou s'il y a quelque chose qui peut être fait? Pas sûr c'est qui allait partir. Ouais, c'est ça. De notre côté, encore une fois, je pense qu'on n'a pas toujours besoin de regarder très loin pour voir un besoin auquel on peut répondre. Là, de notre côté, on est quasiment voisin avec une école de l'Est qui est parmi les plus défavorisées de l'île. Donc, une couple de fois par année, on parle avec les profs, avec la direction pour voir s'il y a des besoins, puis on redonne aux enfants et à certaines familles que l'école a identifiées comme étant dans le besoin. Je pense qu'il y a la base simple qui est d'ouvrir son portefeuille puis de donner son temps, qui est quand même deux choses qui sont possibles. Puis donner son temps, ça peut vouloir dire faire du bénévolat, mais aussi être sur des conseils d'administration de certaines OBNL. Je sais qu'il y a plusieurs membres de la direction qui le sont chez nous. Puis on a aussi fait des travaux pro bono avec nos équipements, de voir qu'est-ce qu'on peut offrir avec ce qu'on a, puis de redonner. Et ce qui est intéressant, peut-être plus spécifiquement, là, Kim, étant vous êtes dans la décontamination, l'impact de votre travail comme tel doit avoir un impact sociétal quelque part. Ça doit être complexe à mesurer, mais ça peut être une piste là aussi pour voir l'impact que ça peut avoir. Oui, définitivement. On ne le mesure pas encore tout à fait, mais c'est sûr qu'un terrain, une friche industrielle restée vague comme ça, ça ne redonne pas la valeur aux citoyens d'un terrain qui pourrait être développé, tu sais. Mais on n'a pas encore fait le calcul exact. Notre SROI, pas encore. Exact. Je poursuis avec le fait que, puis peut-être une question assez pointue ou assez épineuse, peut-être Vincent, là, je te mets sur la sellette pour celle-là, vu que tu as l'interaction avec quand même plusieurs entreprises. Beaucoup de personnes pensent que les actions de développement durable sont avant tout une manière de polir l'image corporative. Là. On parle d'éco-blanchiment. Quel est votre avis à ce sujet? Commencer là-dessus. C'est sûr que j'ai un passé où j'étais très virulent sur le thème du greenwashing. Pour avoir fait toutes mes études en développement durable, j'étais entouré de gens comme moi. Il y avait une vague d'élitisme environnemental, si je peux dire, sans être péjoratif. Mais bref, on avait vraiment la notion de la vertu ultime du développement durable. Puis, avec le temps, là, ma conclusion, puis je pense que ce qui est important de retenir, c'est que il n'y a pas de mal, en quelque sorte, à faire valoir ses accomplissements en développement durable, évidemment. Donc, il ne faut pas commencer à dire « Ah, ben il y a une personne qui a vraiment un message qui est surverdi, il faut douter, il y a une dose de scepticisme qui est pertinent, évidemment, mais tant que la démarche est correcte, tant qu'on a une méthodologie rigoureuse, scientifique, qui est appuyée puis reconnue par des experts, après ça, à mon avis, on a la permission et surtout, j'encourage les entreprises à mettre de l'avant leur réussite en développement durable. C'est quelque chose qui est tout aussi important que l'engagement lui-même parce que quand on fait valoir nos accomplissements, ben, on peut encourager d'autres entreprises à faire pareil. Et après ça, oui, il y a beaucoup de nuances. Il faut faire très, très, très attention dans comment on va le faire. Il faut s'assurer d'éviter tous les péchés capitaux là, du greenwashing. Je ne vais pas les énumérer ce matin, mais il faut, bref, avoir vraiment le contenu derrière les stratégies de communication pour pouvoir appuyer
les démarches. Donc, l'autre élément pour moi que j'avais noté aussi qui est important de mentionner, une façon de le voir, c'est que l'image d'entreprise, il faut le voir comme un coproduit de l'engagement environnemental. Puis c'est pas l'inverse. On peut pas arriver, on peut pas, mais c'est pas la meilleure approche que d'arriver en se disant je veux avoir une meilleure image d'entreprise, donc je vais faire du développement durable. Je pense que c'est vraiment plus gagnant d'y aller par l'autre approche. Puis dans ce cas-là, les résultats seront mieux tant pour les retombées environnementales que pour l'image d'entreprise. Merci Vincent. Excellente réponse. Ce qu'on parle beaucoup avec les clients, c'est de dire que communiquer des résultats plus que des intentions. Et puis, si les résultats sont valides, validés, quantifiés, on évite justement de tomber là, dans l'éco-blanchiment qui sont plus dans le PR ou la partie communication. J'aimerais entendre Jean-Christophe sur le sujet, là, étant baignant dans justement tout ce qui est recyclage dans une industrie quand même en vogue et une industrie qui est souvent un peu critiquée peut-être. J'ai mes propres réponses par rapport aux batteries. En tout cas, je suis très supporter en termes d'électrification mais je sais que ça a un impact. Donc, peut-être répondre à cette question-là là, de ton côté. Ça a définitivement un impact, c'est clair. On regarde de plus en plus qu'est-ce qui se fait dans le monde. Puis je dis que c'est une chaîne de valeur qui est mondiale, donc ça a des impacts. Puis disons que les secteurs de la batterie sont lot de critiques. Puis nous, ce qu'on veut, c'est atténuer, disons, ce volet-là, puis améliorer vraiment quand on regarde le cycle de vie de la batterie, bien, de vraiment s'assurer que d'un point de vue GES, on vient vraiment atténuer tout ce qui est l'impact de ces matériaux-là qui vont à l'intérieur de la batterie. Donc, on parle du secteur minier, du secteur du raffinage, du secteur donc, de l'intégration dans les véhicules, ce genre de choses-là, les méga usines, etc. Donc, quand on recycle, non seulement on a un impact sur la fin de vie, mais le fait de faire des matériaux à valeur ajoutée chez Lithium, bien, on vient impacter même en amont l'approvisionnement. Donc, quand on fait une économie circulaire, on joue sur les deux paliers. Donc, ça, on dédouble en fait les efforts de développement durable et l'impact potentiel. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on repense dans plusieurs secteurs. Là. Nous, on le fait pour un secteur très précis qui est la batterie lithium-ion, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres types d'applications, comme Vincent a mentionné, où il y a beaucoup de projets en ce moment qui sont développés pour continuer à améliorer ce genre de pratiques-là. Donc, je pense que ce type d'approche doit être de plus en plus favorisé. Donc, c'est ça. Donc, je pense que oui, le secteur de la batterie, mais ce que j'essaie de toujours rappeler aux gens, c'est retournons aux données. Donc, l'importance des données, l'importance de la traçabilité. Donc, nous, présentement, on est en train de travailler avec une compagnie qui est basée à Québec qui s'appelle Optel, qui est un spécialiste de traçabilité pour implanter une solution de traçabilité dans notre technologie pour être capable non seulement de démontrer que le matériau qui sort de chez Lithium, c'est un matériau recyclé, puis d'où il provient et où est-ce qu'il va. Donc, ça, là, je pense que la traçabilité va être essentielle dans la démonstration de la performance environnementale. Et on peut attacher une valeur ESG ou une valeur GES à cette traçabilité-là. Donc, ça aussi, c'est des belles possibilités là, pour le développement de plusieurs chaînes de valeur. Donc, on parle beaucoup d'analyse de cycle de vie, là, pas prendre juste le produit isolé, mais plus vraiment à travers toute sa chaîne de valeur, depuis son design, hein, sa conception, jusqu'à la gestion de sa fin de vie et la réutilisation des matériaux. Et je pense que ça va être ça le nerf de la guerre. Et puis tout ça soutenu par une quantification puis une transparence au niveau des impacts. L'éco-conception, tu l'as mentionné, mais je pense que c'est un concept qui est super intéressant puis qui, dans le manufacturier, doit continuer à s'implanter de plus en plus. Nous, on le voit dans les batteries, par exemple, il n'y a rien de standard. Donc, toutes les batteries sont différentes. Ça n'a pas été pensé pour être recyclé. Donc, le défi des manufacturiers automobiles présentement, c'est de réduire le coût du véhicule électrique pour qu'il remplace le véhicule à essence. Donc, lorsqu'on va être là, c'est comment on intègre l'éco-conception dans cet objectif-là. Donc là, il va y avoir probablement dans le temps un changement dans la pratique de fabrication des batteries pour amener un volet d'éco-conception. Donc, je pense que ça va être très intéressant à suivre. Tous les volets de circularité doivent inclure un volet d'éco-conception pour dire on planifie de déconstruire le bien en fin de vie, de recycler toutes les chaînes de valeur logistique, etc., qui doivent être un de vos défis majeurs, c'est de récupérer toutes ces batteries-là des différentes
des différentes régions ou des différentes sources d'approvisionnement. J'aimerais entendre, Philippe, aussi, là, étant une grosse compagnie dans l'énergie, forcément, le secteur de l'énergie est très visé par tout ce qui est transition écologique et est aussi peut-être impacté par plusieurs, disons, on ne va pas dire des scandales là, dans la partie éco-blanchiment, mais je sais que, pas nécessairement l'énergie, mais d'autres plus gros groupes, là, notamment américains, ont été visés là, ou sont visés de façon quasi permanente. Donc, justement, comment est-ce que vous arrivez à naviguer ça un peu pour éviter de tomber là, dans ces eaux-là? Oui, c'est une question fort pertinente. Effectivement, l'énergie, c'est un secteur qui est névralgique parce qu'il alimente les chaînes de valeur de l'ensemble de l'économie ou presque. Et puis, on part de la situation où est-ce qu'on est dans une économie qui utilise des combustibles fossiles pour transporter les biens, les services, pour la fabrication des biens et services. Puis, nous, chez Énergie, bien évidemment, quand on a révisé notre stratégie en 2020 avec l'arrivée de notre nouveau président, Éric Lachance, ce qui était important pour nous, c'est d'être capable de prendre en compte les trajectoires de décarbonation qui sont devant nous là, pour limiter la hausse de température là, sous un seuil là, de 1,5 degré. Maintenant, quand on regarde ça, face à l'urgence climatique, Énergir est en action. Est-ce qu'on a trouvé toutes les solutions à l'heure actuelle pour dire on va atteindre notre cible de carbone neutralité en 2050? Je ne peux pas le dire parce qu'on a encore énormément de recherche et de développement, de partenariats à trouver avec nos clients, des nouvelles solutions à trouver. Cela étant dit, on est en mesure de démontrer qu'on va apporter une contribution positive en 2030. Puis ça, c'est par des mesures qui existent. Ce n'est pas des technologies qui doivent être développées, des solutions qui n'existent pas ou qui ne sont pas matures d'un point de vue commercial. Mais par exemple, si on mise sur l'efficacité énergétique, sur le gaz naturel renouvelable qui est issu d'une valorisation des matières organiques résiduelles dans une perspective d'économie circulaire, puis aussi en travaillant à réduire la consommation du gaz naturel fossile au Québec, chose qu'on veut accélérer, notamment quand on regarde l'entente qu'on a développée avec Hydro-Québec au niveau de la biénergie. Bien, quand on met toutes les réductions de GES qui peuvent être résulter de ces mesures-là, on voit qu'en 2030, donc on a un horizon de temps qui s'en vient beaucoup plus rapidement, on est capable de produire et d'aider nos clients à trouver les réductions d'émissions qui vont faire du sens d'un point de vue économique pour un horizon de temps qui s'en vient très rapidement. Fait que quand on parle de greenwashing dans le secteur énergétique, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sociétés dans le secteur de l'énergie qui vont se doter de cibles 2050, puis ils vont dire, bien, c'est correct, on va être carbone neutre en 2050, ayez confiance, tout va bien aller. Mais le défi, c'est comment est-ce qu'on va y arriver? Ça prend des plans crédibles qui sont capables d'être développés sur des tranches d'années beaucoup plus restreintes, beaucoup plus serrées. Et vous l'avez mentionné, il faut mesurer. Donc, nous, depuis 2 ans, on publie un rapport sur la résilience climatique. Puis, vous voyez, avec la somme des actions qu'on fait chez Énergia, on a pu mesurer qu'il y a une réduction nette dans le secteur du bâtiment de 2,2 % entre 2020 et 2021. Donc, juste en une année, la somme des actions qu'on a chez Énergir avec nos clients, ça a permis ça. C'est juste un pas en avant. Puis cette transparence-là de dire comment est-ce qu'on performe année après année, c'est quelque chose auquel on s'engage pour générer cette crédibilité-là. Parce que, premièrement, si on n'arrive pas à nos objectifs, on ne sera pas crédible. Mais si on n'est pas capable de faire la démonstration non plus de cette performance-là, on ne sera pas pris au sérieux non plus. Donc, la transparence, puis je l'ai vu dans les questions, là, mais il faut réellement mesurer et trouver les solutions là, pour communiquer cette performance-là. Alors, c'est des choses qui sont en développement, mais voilà, il faut agir dès maintenant pour réduire le scepticisme par rapport au greenwashing. Parlant de scepticisme, je pense qu'un des freins à la mise en place et à l'accélération des mesures ou des initiatives de développement durable, c'est souvent peut-être la fausse idée que
faire des initiatives au niveau ESG ou durable vient diminuer en fait les retours financiers qu'on peut avoir. Comment est-ce que vous mettez en adéquation la discussion autour des initiatives durables qu'on peut mettre en place et leur rentabilité? Est-ce que cette discussion-là, comment ça se passe à l'interne? Est-ce que ça peut être en adéquation? Est-ce que des initiatives durables génèrent des revenus additionnels? Quel genre de discussion est-ce que vous avez à l'interne pour voir comment est-ce qu'on met en adéquation nos objectifs financiers avec justement notre désir d'avoir un impact environnemental et social positif? Je peux peut-être commencer avec Kim, là, que ça fait un petit bout qu'on ne t'a pas entendu. On peut peut-être te laisser ouvrir la porte à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, peut-être que je n'ai pas la bonne réponse, mais je ne pense pas que c'est nécessairement tous les investissements en développement durable qui ont un retour. Là. Si, par exemple, on décide d'acheter des crédits carbone pour compenser nos émissions en gaz à effet de serre, ça risque d'être plus dans une optique environnementale que d'espérer un retour monétaire sur notre investissement. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a quand même pas mal de clients qui commencent eux autres aussi à se conscientiser de plus en plus, qui ne sont pas nécessairement publics, mais au niveau du privé, qui prennent ça en compte aussi, qui veulent savoir leurs fournisseurs combien de gaz à effet de serre ils émettent, puis s'ils sont capables de compenser, puis de leur côté, de sensibiliser à ce niveau-là. Donc, je pense qu'éventuellement, il va peut-être avoir un retour sur ce genre d'action-là, mais on n'est pas dans le court terme. D'un autre côté, si on se dit qu'on va investir dans une flotte de camions électriques, installer des bornes, c'est sûr que c'est un coût non négligeable, mais c'est sûr que ça nous permettrait d'économiser sur l'essence, qui est un poste budgétaire important chez nous. Donc, il va y avoir un retour qui va prendre du temps, mais qui est quand même mesurable ici. Fait que je pense que ça dépend des actions. Ça dépend des entreprises aussi. Peut-être j'aimerais entendre Jean-Christophe un peu sur ce point-là. Ben, je pense que c'est important, comme on disait tout à l'heure, dans les comités, nous, on a intégré tout le côté finance chez nous pour qu'ils soient aussi bien au fait de ça, puis qu'ils participent à la discussion, parce que je pense que c'est important qu'on prenne des choix qui font du sens aussi. Puis le retour sur investissement, pour moi, il peut venir de plusieurs axes, parce qu'on le voit, nous, dans le secteur automobile, par exemple. Ça peut être dans la proposition de valeur de l'entreprise, c'est vraiment reconnu maintenant dans les secteurs de la batterie que si le volet développement durable n'est pas inclus, bien, ça peut littéralement déterminer est-ce que tu vas être invité à participer à un appel d'offres ou pas. Ça, le retour sur investissement, il est assez facilement mesurable. Donc, je pense que c'est clair, net et précis qu'il faut avoir une stratégie, qu'il faut avoir les bonnes pratiques en place. On parlait du volet social un peu plus tôt, mais regardez, OK, notre capacité à recruter des employés, on sait comment d'argent on doit investir maintenant pour attirer les talents, donc que ce soit au niveau des chasseurs de tête, que ce soit au niveau des différentes plateformes de recrutement, etc., bien, le temps nécessaire pour recruter des employés, combien ça représente en dollars, ça, puis est-ce qu'on est capable de faire après ça de la bonne rétention? Bien, je pense que ça, c'est assez facilement mesurable. Les gens à l'interne ont maintenant des outils assez bien développés pour être capables de mesurer ça. Et Jean-Christophe, pour ajouter à ça, je pense que le fait que le gouvernement du Québec a annoncé qu'il n'y aurait plus de vente de véhicules à combustion à partir de 2035, je veux dire, en termes de modèle d'affaires pour votre entreprise, je pense que dès lors, c'est de justement être au-devant des politiques au niveau gouvernemental, au niveau des lois. Puis clairement, là, ça va dans ce sens-là. Bien, je pense qu'un modèle d'affaires puis une proposition dans le marché ne doit pas suivre les réglementations parce que les réglementations changent. Puis les ambitions peuvent changer, puis ça varie aussi beaucoup Le Québec peut avoir des ambitions, le Canada peut avoir des ambitions, les États-Unis, différents États. Donc, il faut, oui, être conscient de l'environnement d'affaires dans lequel on baigne, mais je pense qu'il faut tout d'abord qu'il y ait une demande puis qu'il faut qu'il y ait un besoin réel de marché. Donc, nous, on s'aligne énormément avec ça. Puis oui, je vais l'appeler, c'est un peu du gravy, là, mais c'est vraiment, on l'ajoute par-dessus, de dire, bien, il y a une ambition mondiale présentement de faire la transition vers des véhicules électriques. C'est super, c'est un défi extrêmement important puis qui est essentiel. Puis, comme tu dis, allons au-devant de ça. Prenons les devants puis positionnons-nous déjà pour être déjà prêts avant même que ça arrive.
et peut-être même influencer des politiques futures là, pour justement montrer au gouvernement qu'on est rendu plus en avance sur certaines lois qui sont peut-être un peu archaïques. Kim, je fais écho à ce que tu as mentionné juste avant par rapport au gaz à effet de serre. Pour certaines entreprises, c'est une discussion que j'avais avec Philippe, notamment cette semaine. Certaines entreprises, ça a un coût, hein, les gaz à effet de serre. Donc, l'idée de décarboniser ou de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, ça a un impact positif sur la réduction des taxes reliées à la taxe carbone qui va aller qu'en augmentant dans le futur. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel j'inviterais Philippe là, à faire un commentaire là, à son niveau par rapport au fait de rallier, là, surtout quand vous parlez peut-être avec la CDPQ, hein, qui est un de vos récents investisseurs majeurs, donc qui, eux, ont un objectif de décarbonisation. Donc, peut-être, j'aimerais t'entendre sur le fait de comment on peut rallier là, investissement, côté économique et financier et développement durable et ESG. Oui, c'est une bonne question. Avec notre équipe de stratégie à l'interne, ce qu'on voulait faire, c'est trouver des stratégies qui fonctionnent dans différents scénarios climatiques. Un scénario, évidemment, de décarbonation soutenue, comme un dans lequel la décarbonation n'arrive pas non plus à se matérialiser. Évidemment, on a un parti pris pour des scénarios qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs climatiques qu'on s'est dotés. C'est clair. Mais quand on regarde ces stratégies-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des éléments communs. Tu as parlé de la tarification carbone. Le gouvernement fédéral souhaiterait que la taxe carbone atteigne 170 $ la tonne en 2030. Ça va changer le comportement des consommateurs. Vous le voyez, les gens en ce moment, ils voient que les prix à la pompe augmentent. Oups, le transport en commun devient un petit peu plus intéressant dans ce contexte-là. Bien, ça va être appelé à augmenter. À cause de ça, ça va orienter les décisions d'investissement des gens. Chez nous, chez Énergir, ça va changer la position concurrentielle du gaz naturel fossile qui va être assujetti à cette taxe carbone-là qui va augmenter versus le gaz naturel renouvelable, qui est une solution, évidemment, qu'on veut injecter en plus grande quantité dans notre réseau gazier. On a une cible de 5 % en 2025 puis 10 % en 2030. Alors, il faut continuer. Ça va dépasser 2030 aussi, évidemment, cet effort-là, mais la taxation carbone, les politiques, les nouvelles technologies, les comportements des consommateurs, tout ça, ça change. Alors, comment évoluer dans ce contexte-là? Il faut prendre les devants, il faut accepter le changement, puis il faut le façonner soi-même. Sinon, clairement, il y aura une réglementation qui pourrait venir dire on va éliminer telle utilisation. Puis c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres juridictions. Donc, comment est-ce qu'on peut être proactif? Comment est-ce qu'on peut trouver ce qui est gagnant-gagnant? Puis, tu as mentionné la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Je pense que c'est des discussions qu'on a avec eux par rapport à la transition. Ils ont évidemment un large portefeuille d'entreprises dans lesquelles elles investissent, mais elles enjoignent les entreprises dans lesquelles elles investissent de se doter de plans de résilience climatique, d'être capable de se projeter dans le temps, de tester leur modèle d'affaires selon différents paramètres. Là, c'est très technique où est-ce que ça amène ça, là, mais c'est réellement de tester la résilience climatique, comment le développement durable, autrement dit, est intégré dans le modèle d'affaires. Est-ce que ça fonctionne? Puis, on parle beaucoup de risques climatiques, mais il y a des opportunités liées au changement climatique. Donc, on a des filiales dans le solaire, dans l'éolien. Et donc, ça, c'est important. Il va y avoir des occasions d'affaires pour les entreprises qui se dotent de cette approche-là. Puis, le recyclage lithium, c'en est un exemple. La Gagnière aussi. Puis, c'est les gens de PME Montréal là, qui vont pouvoir aider à capitaliser là, sur ces solutions-là. Donc, ce que j'entends, c'est que, en fait, pris assez tôt, les risques liés au modèle d'affaires qui sont non durables aujourd'hui peuvent être transitionnés en opportunités si on commence à les explorer puis à les saisir aujourd'hui. Exactement. Si on planifie d'avance puis que c'est des changements qui se font de manière graduelle, ordonnée, toute action qu'on est capable de faire graduelle et ordonnée à partir de maintenant, ce ne sera pas un geste brutal et abrupt à changer en 2030. Le coût de l'inaction, ça existe aussi, puis c'est souvent pas chiffré dans les approches. On dit, OK, ça continue comme ça, mais pas dans l'industrie, ne bouge pas trop non plus. Ça se peut que toute l'industrie se fasse pincer plus tard. Là.
Exact. Donc, l'inaction a un coût là, lié à l'augmentation du risque. Peut-être, je commencerai ou je finirai là, avec une dernière question. J'aimerais avoir, Vincent, ton avis sur, puis en plus, c'est dans le sujet, on en parle justement, là, par où est-ce qu'on peut commencer quand on parle de développement durable? Quand on est des entreprises qui cognent à la porte, qui disent, écoute, on en entend parler de partout, on sait que c'est quelque chose qui est important. Comment est-ce qu'on peut commencer notre parcours durable? Quel genre de réponse est-ce qu'on peut s'attendre? Aussi, je vais être biaisé là-dessus, mais définitivement, c'est d'aller chercher l'expertise. Quand on regarde l'ensemble des médias sociaux, puis dans nos différents réseaux, c'est sûr qu'on entend plein de belles initiatives, on entend aussi des problématiques, on veut se lancer sur une problématique spécifiquement peut-être, mais encore une fois, d'aller chercher l'expertise, de s'ouvrir à l'ensemble des actions, à l'ensemble des volets du développement durable, ça nous permet d'avoir une meilleure vue holistique là, de la problématique puis de notre entreprise au sein de ce sujet-là. Puis, bref, prendre des décisions. C'est vraiment bon d'aller chercher l'aide pour nous aider là-dedans. Donc, c'est sûr que de notre côté, à PME Montréal, ben, nous autres, on prend vraiment une position d'écoute pour essayer de justement proposer des choses qui vont être pertinentes pour les entreprises, puis aussi de faire le référencement aux besoins là, quand on va aller chercher des expertises plus approfondies. Évidemment, on parle beaucoup depuis tantôt d'analyse de cycle de vie, par exemple. Donc, ça, c'est des démarches qu'on ne peut pas vraiment faire à moitié. Là. Il faut vraiment aller chercher des experts là-dessus. J'ai vraiment envie de marteler sur ce point-là. Aller chercher l'expertise. C'est super important. Puis sinon, tu sais, par rapport comment dire, depuis tantôt, on mentionne beaucoup aussi l'approche des petits pas. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous aussi. Comme le disait Philippe, là, on ne peut pas arriver avec une mentalité de révolution. Encore une fois, des changements trop brusques, on est toujours sujet à une contre-révolution. Un renversement peut être tout aussi facilement renversé. Donc, tu sais, de s'assurer de faire ça de façon ouverte, inclusive, pas de, comment dire, comme je le disais tout à l'heure, pas d'élitisme sur les démarches qui sont entreprises. Donc, c'est ça, aller chercher vraiment de l'expertise, bien s'informer, s'assurer que la démarche soit reconnue. Puis, c'est sûr que de mon côté, ça me fait plaisir là, de faire les premières étapes avec les entreprises. Là. Puis ce que j'entends, là, c'est beaucoup aussi, puis Kim l'a mentionné juste avant, là, je pense que c'est de commencer quelque part, même si c'est petit, c'est de former un petit comité, d'avoir des gens qui en parlent et puis de commencer, même petit, là, par des petites initiatives. Là. Jean-Christophe, j'ai vu que tu allais passer un commentaire. Ben, je pense que j'aborde dans le même sens. Je pense que avant même d'aller chercher de l'aide, je pense que puis l'aide, elle va être extrêmement précieuse. C'est de nous-mêmes à l'interne se questionner puis de mobiliser parce que oui, c'est correct d'aller chercher de l'aide, mais ça part des porteurs de drapeaux à l'intérieur de l'entreprise, puis si on veut que le dossier avance. Donc, il faut mobiliser des gens avec un comité d'abord. Même parce que je pense qu'il y a beaucoup de petites PME aussi, où notre économie au Québec, c'est beaucoup de ça. Donc, des fois, ça n'a pas besoin d'être un comité de 12 personnes. Là. Prenez 2, 3 personnes qui veulent s'asseoir, qui veulent regarder ce dossier-là, qui veulent poser les bonnes questions, mettre de la réflexion, se questionner sur quel type de citoyen corporatif on veut être, quel type de marque d'employeur on veut être, des questions très high level. Puis partir de ça, puis après ça, OK, aller chercher de l'aide, puis après ça, être en mesure de mieux mobiliser l'équipe. Donc, je dirais que ça, c'est essentiel pour débuter. Excellent, Jean-Christophe, merci pour le complément. Donc, l'idée, c'est de justement, même si on commence petit, de commencer quelque part et puis de rallier là, des gens à l'interne pour commencer à aborder le sujet. Et puis, pour ceux qui vont être plus dans la phase que Vincent a expliqué, d'aller chercher un peu d'aide, on a la chance d'avoir aujourd'hui quelqu'un du Fonds Éco-Leader, Daphné Mongeau. Merci de faire partie de notre panel. Si on peut t'entendre un peu sur le rôle du Fonds Éco-Leader, comment ça fonctionne, puis en quoi est-ce que ça peut bénéficier les entreprises qui sont prêtes à faire le pas, à aller chercher un peu d'expertise et puis peut-être à justement voir comment est-ce qu'ils peuvent le financer? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Là, je souhaite dire merci aux panélistes. C'est vraiment un échange qui est hyper intéressant et qui est hyper d'actualité aussi. Là, donc, merci à vous. Donc, définitivement, là, moi, je peux vous parler un peu du Fonds Éco-Leader. Puis, on parlait justement du coût de l'action, du coût de l'inaction. Bien, justement, ces coûts de l'action-là, ben, ça peut être financé par le Fonds Éco-Leader. C'est vraiment là, une belle avenue pour les entreprises qui souhaitent passer à l'action. Donc, je me lance là-dedans. Là, le Fonds Éco-Leader, en fait, c'est une initiative là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.
qui est coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et qui est en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech. Donc, ça, c'est vraiment les 4 grands joueurs là, du Fonds Éco-Leader. Puis en fait, c'est quoi le Fonds Éco-Leader? C'est 3 leviers intéressants pour aider les entreprises. Donc, un réseau d'agents pour vous guider. Un réseau d'agents, les agents, c'est comme moi. Moi, je suis l'agente pour la région de Montréal qui va vraiment venir vous accompagner dans le dépôt de projet en développement durable, mais également qui va venir vous guider vers les bonnes ressources, vers les bons experts, vers les bons programmes de financement si jamais ce n'est pas admissible au Fonds Éco-Leader, mais également qui va vous faire bénéficier de notre propre réseau. Donc ce réseau d'agents-là, c'est également très intéressant. Mais le Fonds Éco-Leader, c'est vraiment aussi un financement, c'est une enveloppe de 18 pour soutenir vos projets. Puis ça, je vais y revenir dans quelques diapos. Puis c'est des ressources qui vous inspirent. Donc, quand on parle de ressources qui vous inspirent, on parle de répertoire d'experts. Sur le site du Fonds Éco-Leader, on peut retrouver un répertoire de 400 experts avec qui les entreprises vont travailler. Donc, des experts qui vont venir les accompagner à travers leurs projets qu'ils vont déposer. Puis en fait, c'est les honoraires de ces experts-là qui vont venir être financés par le Fonds Éco-Leader. Mais il y a également des répertoires de programmes de financement si jamais, justement, les entreprises qui déposent des projets ne sont pas admissibles au Fonds Éco-Leader. Nous, on vous réfère vers d'autres types de financements qui sont possibles, aussi même là, après avoir déposé un projet au Fonds Éco-Leader, s'il y a d'autres financements qui peuvent être utiles pour vous, nous, les agents, on vous réfère vers ça. Puis sur le site du Fonds Éco-Leader, on peut aussi trouver là, des blogs, des vidéos disponibles qui peuvent venir inspirer les entreprises pour des exemples de projets inspirants, là, des projets qui ont été financés par le Fonds Éco-Leader ou vraiment de l'actualité de projets qui est intéressant pour les entreprises. Donc voilà, le Fonds Éco-Leader, c'est divisé en 2 grands volets. Le volet entreprise individuelle, donc une entreprise qui peut venir déposer un projet toute seule, ou le volet cohorte d'entreprise qui est également vraiment intéressant lorsqu'on parle d'économie d'échelle puis de partage de connaissances. C'est un regroupement d'entreprises qui vont venir déposer un projet au Fonds Éco-Leader ensemble, souvent sur un enjeu environnemental similaire. Donc ça pourrait être également un aspect intéressant là, si on a un regroupement d'entreprises qui souhaitent déposer une démarche en développement durable. Donc, je vous disais tout à l'heure, une enveloppe de 18,5 millions de dollars pour soutenir vos projets. Donc, c'est une enveloppe là, qui vise vraiment à appuyer les entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Donc, pratiques d'affaires éco-responsables, on peut penser à toute pratique de gestion qui vise à répondre à un enjeu environnemental. Donc, les thématiques principales du Fonds Éco-Leader, c'est vraiment, là, on en a discuté, l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'analyse de cycle de vie, la meilleure gestion des matières résiduelles, l'éco-conception. Donc, ça, c'est tous des enjeux qu'on va venir viser dans le volet pratique d'affaires éco-responsables. Puis aussi le volet technologie propre, où là, ça va vraiment être plus un bien, un matériel, un équipement qui va nous permettre de mesurer, limiter et réduire nos atteintes à l'environnement. Donc, pour la catégorie de projet, le pratique d'affaires éco-responsables, il y a un montant maximal de 40 000 $ qui est alloué, puis un montant maximal de 60 000 $ pour les technologies propres. Puis le Fonds Éco-Leader vient financer jusqu'à 75 % des dépenses là, qui sont admissibles. Donc, il y a un 25 % qui doit être financé par l'entreprise elle-même. Mais quand même, quelque chose d'important à noter, c'est qu'une entreprise peut déposer différents projets. Là. Donc, un en technologie propre, un en pratique d'affaires responsable, tant qu'on respecte là, les montants maximaux de 100 000 $ lorsqu'on joint les 2 projets. Puis bien évidemment, dans le volet cohorte d'entreprise, les montants vont également augmenter puisque ça sera plus qu'une entreprise qui va être représentée dans un même projet. Puis voilà, qu'est-ce qu'on aime aussi vraiment mentionner à propos du Fonds Éco-Leader, c'est que c'est une porte d'entrée, on parle de passer à l'action. Donc, tout ce qui est des catégories de projets là, de réalisation d'études et de diagnostics, des élaborations de plans d'action, l'accompagnement dans l'implantation, tout ce genre de projets-là, ça va être des projets également financés par le Fonds Éco-Leader. Donc, vraiment là, une porte d'entrée pour les entreprises. Voilà, ça, c'est les thématiques que je vous mentionnais tout à l'heure. Puis rapidement, là, je voulais également mentionner 2 projets intéressants qui des entreprises de l'Est qui ont été financées par le Fonds Éco-Leader. Donc, on a justement le support qui ont été accompagnés par Synergie Montréal, mon collègue Vincent qui en parlait tout à l'heure. Donc, le support sont venus déposer un projet individuel en gestion des matières résiduelles, puis en démarche de développement durable. Donc, ils sont venus vraiment essayer de trouver des nouvelles opportunités pour améliorer leurs pratiques. Donc, tout ce qu'on parle d'identifier les opportunités de circularité, de vêtements collectés, identifier des nouvelles technologies aussi qui pourraient les améliorer dans leur collecte. Donc, ça, c'est vraiment là, une étude qui a été faite du côté du support qui était hyper intéressante, qui a été financée par le Fonds Éco-Leader.
Puis on a également l'entreprise Le Courchain-Larose dans l'Est également, qui est venue déposer un projet plus relié à l'éco-conception, donc la démarche de développement durable aussi qui est également incluse. Donc, on a parlé vraiment là, de stratégie de développement durable, donc une analyse de cycle de vie de leur emballage pour vraiment bien comprendre là, leur performance environnementale, mais aussi, on mentionnait tout à l'heure qu'il fallait que ça soit également à l'interne, que ça devait être fait à l'interne également. Bien, ça a été quelque chose qui a été évalué de la pertinence d'employer quelqu'un pour la mise en œuvre en continu du développement durable. Ça a été une étude qui a été faite également là, du côté de Courchain-Larose. Donc, ça, c'est des types de projets qui peuvent être financés par le Fonds Ecoleader. Puis ça, c'est 2 entreprises de l'Est que je trouvais intéressant. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci. Là. Je sais que ça a été rapide, mais je vais mettre mon courriel dans le chat là, si jamais vous aviez des questions pour n'importe quoi qui est relié au Fonds Ecoleader. Super, merci Daphné. Là, on a la chance, là, Solutions Changing Habits, de faire partie là, de vos inscrits. Là, on a été appelés à discuter beaucoup avec vous. Vous êtes très, très répondants. C'est extrêmement plaisant de travailler avec vous là, pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut aider les entreprises. Donc, j'encourage vraiment les entreprises à justement poser des questions ou interagir avec justement des gens directement du Fonds Ecoleader ou des gens qui peuvent les aider à différents niveaux. Je finis juste avec une petite question qui a été posée par différentes personnes dans le chat, mais notamment le président lui-même de la CCEM, Jean-Denis Charret, qui a posé la question sur de quelle façon est-ce que la CCEM peut directement jouer un rôle par rapport à l'approche de développement durable, là, que ce soit dans l'Est ou à Montréal ou pour les entreprises en général. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, là, essayer d'ouvrir la porte à cette réponse. Philippe? Oui, je peux peut-être. En fait, moi, mon conseil aussi, c'est là, on a parlé d'aller chercher de l'expertise. Absolument. Faites-le. Je pense aussi que c'est important de parler à ses partenaires, parler aux gens dans son milieu. Le développement durable aussi, il faut amener une dose d'audace, mais aussi d'humilité. Alors, l'audace, pour moi, c'est de revoir qu'est-ce qui est possible localement. Est-ce qu'on peut, par exemple, partager des matériaux avec un voisin ou une entreprise qui n'est pas loin dans l'Est. Puis dans l'Est, là, il y a des groupes comme l'Association industrielle de l'Est de Montréal. Tantôt, Vincent parlait de SAF+, puis ce qu'ils font avec Chimie Parachem, c'est des projets d'innovation qui ont lieu dans l'Est de Montréal qui sont vraiment très à souligner et novateurs. Là. Donc, je dirais que ces maillages-là sont possibles seulement si une entreprise a l'audace d'aller voir ses partenaires d'affaires, ses fournisseurs principaux, puis en leur disant, on a des défis en matière de développement durable, est-ce que vous avez des solutions? Juste poser cette question-là, ça permet d'aller chercher des solutions. Puis, donc, la CCEM, pour moi, elle peut justement aider à fédérer les acteurs qui sont actifs en matière de développement durable parce que l'activité, elle est là dans l'Est, c'est clair. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on est capable d'amener la collaboration à un autre niveau, encore une fois. Puis peut-être de justement avoir plus d'activités dédiées à l'échange de bonnes pratiques, solutions, initiatives, que ce soit d'autres panels comme celui-là avec d'autres entreprises qui ont, eux, engagé aussi leur démarche durable, mais également d'autres activités type réseautage ou type même workshop, atelier, etc., avec d'autres acteurs. Je pense que c'est clairement de cette manière-là qu'on voit des bonnes pratiques qui se passent dans d'autres entreprises puis qu'on peut les répliquer à notre manière dans notre propre entreprise. Donc, j'aimerais remercier, là, pour finir, vraiment tous les panélistes. My God, quelle belle conversation, très pragmatique. Je pense que ce que je déplore beaucoup en général des webinaires, c'est qu'il y a très peu de pragmatisme dans le genre de solutions, le genre de commentaires. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était très dans l'action, très dans le concret, hein, dans les éléments qu'on peut mettre en place. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et critique là, pour que, justement, on aille de plus en plus de gens qui prennent action avec le développement durable. Je dis souvent aux gens, j'ai dit, on n'a pas nécessairement besoin de 1 million de personnes qui sont véganes ou qui font zéro déchet de manière parfaite. On a besoin d'1 milliard de personnes qui le font imparfaitement. C'est la même chose avec le développement durable. On a besoin d'avoir chaque personne dans l'entreprise avoir des nouvelles manières de penser, des nouvelles critères de décision pour inclure le développement durable dans ses décisions de tous les jours, que ce soit à l'entreprise et au niveau personnel. Mais je sens vraiment qu'aujourd'hui, on a mis en lumière plusieurs éléments. Et puis, merci beaucoup là, à tous les panélistes et aussi à Audrey et l'équipe des jeunes leaders là, qui ont travaillé fort pour tout mettre ça en place et puis rendre ça possible aujourd'hui.
Je vais prendre la balle au bon et te remercier d'avoir animé avec brio ce panel-là. Je remercie également personnellement les panélistes. Merci d'avoir été là. Merci aux gens qui se sont joints avec nous ce matin et au plaisir d'avoir d'autres discussions sur ce superbe sujet de développement durable. Au plaisir de se revoir là, dans des événements, dans d'autres événements de la Chambre. Alors, bonne journée à tous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bye. Bonne journée.